Si on a connaissance qu'un proche a vécu un événement traumatique, par exemple une agression grave, un accident grave, la perte d'un proche, ou a vécu dans une zone de guerre ou de catastrophe naturelle, on peut être vigilant au développement d'un certain nombre de symptômes dans les semaines et les mois qui suivent. Il faut avoir effectivement été exposé à une menace réelle, avec une menace de mort ou de blessure, une agression sexuelle. Il faut avoir été soit la personne qui en a été victime, soit être une personne témoin de ce qui s'est passé, soit maintenant on a rajouté dans ce fameux DSM la notion d'être un proche de la victime. Et le simple fait que la victime ait subi ça et qu'elle le raconte à quelqu'un qui est proche peut déclencher un trouble de stress post-traumatique chez cette personne. Donc ça, c'est la première condition, c'est le type de traumatisme auquel on est exposé. On peut vivre d'autres sortes de traumatismes, mais le trouble de stress post-traumatique, lui, il va vraiment se définir par rapport à cette catégorie-là, où il y a des vraies menaces pour l'intégrité de la personne, et physique, et au niveau de risque de mort ou de blessure. La personne ne cesse, par exemple, de parler d'un événement qui lui est arrivé à elle ou à un proche. C'est pas forcément quelque chose qui m'est arrivé. Si c'est un soignant, ça peut être quelque chose qui lui est arrivé dans le cadre de son travail. Le diagnostic de trouble de stress post-traumatique ne peut être posé qu'au bout d'un mois. C'est-à-dire qu'on trouve normal que les personnes qui ont été exposées à un traumatisme, ils sont forcément en détresse, et que cette détresse, si elle ne s'amenuise pas au bout d'un mois, là on peut dire cette personne a un trouble de stress post-traumatique. Le trouble de stress post-traumatique fait suite en fait à des symptômes qui vont s'établir pendant 2 jours à 1 mois. Et si après 1 mois ces symptômes persistent, alors on parle de trouble de stress post-traumatique. Avant, on va parler de trouble de stress aigu. Donc les principaux éléments qui permettent de caractériser un trouble de stress post-traumatique, ce sont les reviviscences. Ce sont les syndromes primordiaux, je dirais, et spécifiques à ce trouble de stress post-traumatique. Alors c'est quoi une reviviscence? Ça peut être différents types de symptômes en fait, comme par exemple les plus connus, en tout cas lorsqu'on regarde les films ou les séries, ce sont les cauchemars, la nuit. Ça peut être des hallucinations aussi pendant la journée, c'est-à-dire avoir l'impression qu'on revit une scène traumatique. Ça peut être simplement des pensées qui reviennent sans arrêt dans la tête, sans pouvoir les repousser, sans chercher, sans les rechercher. On a des pensées qui reviennent. On revit finalement sous différentes formes la scène traumatique. Le fait de revoir sans arrêt la scène. Donc, c'est ce qu'on appelle les phénomènes de reviviscence. Donc, c'est des flashbacks, c'est des intrusions sans arrêt dans la mémoire de la personne survient ce souvenir. Il y a des choses qui repassent en boucle et la personne, elle revit intégralement ce qui s'est passé. Donc, elle, c'est comme si elle y était. C'est comme si cette mémoire, elle est encore chargée complètement au niveau émotionnel. Donc, la personne, elle revit sans arrêt. Elle refait le film et elle le vit vraiment comme si ça avait lieu. Les symptômes qu'on peut finalement recherchés et qui sont relativement typiques des symptômes post-traumatiques sont les cauchemars qui se répètent, des moments un peu comme ça d'absorption dans la pensée qui reviennent de façon répétée, le fait que la personne évite un nombre de situations qu'il n'évitait pas avant, évite certains sujets de discussion. Que la personne va éviter absolument, par tous les moyens, tout ce qui va lui rappeler le souvenir de ce qui s'est passé, de cette mémoire traumatique. Donc, par exemple, s'il y a une agression dans un lieu donné, donc elle va éviter tout ce qui va lui rappeler. Elle ne va plus passer, elle peut faire un grand détour pour éviter la zone où ça s'est passé. Elle peut éviter d'écouter à la télé tout ce qui peut rappeler, par exemple, si c'est un attentat, tout ce qui peut rappeler ça. Elle peut éviter des gens qu'elle avait vus à ce moment-là, etc. Donc, il y a vraiment cet évitement parce que c'est insupportable d'être confronté à ça. La personne a changé au niveau
émotionnel, avec plus d'irritabilité, avec plus de vécu émotionnel négatif, des difficultés à éprouver des moments positifs, et voir dans certaines situations des prises de risque, en fait, personne qui devient irritable, un peu impulsive, avec des prises de risque, et bien entendu, le premier symptôme que tout psychiatre, que tout psychologue recherche, c'est les perturbations du sommeil, qui sont presque notre thermomètre pour dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Il peut y avoir aussi des altérations au niveau de l'activation neurovégétative. Qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que la personne va être en hypervigilance. Donc, elle va sursauter facilement, elle est tendue, elle est comme si un danger pouvait survenir à tout moment. Donc, c'est des gens qui vont sursauter vite, qui ont du mal à dormir, qui sont irritables, qui vont faire des cauchemars. Et pour finir, il y a une dernière catégorie, en fait, c'est des altérations des cognitions et l'humeur. Donc, c'est que la personne va vraiment se sentir mal, elle va avoir des pensées négatives sur elle, elle va se sentir, par exemple, en insécurité, donc elle va vraiment avoir cette sensation, je suis en danger, ou alors je suis nulle, je suis pas à la hauteur, c'est ma faute. Donc, ça modifie complètement sa perception d'elle-même. On a une notion de fenêtre de tolérance, c'est-à-dire que fonctionner à peu près normalement, c'est être dans un niveau de fonctionnement où j'arrive à gérer toutes les choses terribles qui m'arrivent. Quand je n'arrive plus à gérer et que je suis dans le psychotrauma, ça peut avoir deux tableaux très différents. On sort de la fenêtre de tolérance par le haut, c'est-à-dire que là, on est débordé par nos émotions. Ben, ça va être votre mari, votre femme, votre frère, votre sœur qui pleure, qui est vraiment éprouvé, qui est dans une hypersensibilité, une émotionnalité forte, qui a la larme à l'œil à tout bout de champ, alors qu'il peut s'en cacher. Hein. Ça va être de l'agressivité, de la colère, la personne qui est irritable alors que d'habitude elle l'est pas, qui est à fleur de peau, on peut rien lui dire. Voilà à peu près tous les aspects que ça peut avoir quand on sort de sa fenêtre de tolérance par le haut. Et la fenêtre de tolérance par le bas, là, c'est ce qu'on appelle l'hypoactivation. Donc, ça va être des gens qui sont un peu hébétés, sidérés, électroencéphalogramme plat, comme on dit, hein, qui parle plus, qui se met en retrait, qui a plus envie de faire ce qu'elle fait d'habitude à la maison, faire à manger, regarder des films qu'on aime, avoir une petite activité sportive, tout ça, il n'y a plus. On n'a plus envie de s'occuper des enfants, on reste dans son lit. Tout ça, c'est l'hypoactivation, hein, le regard dans le vide. Donc, quand on remplit ces 4 catégories de symptômes, on est vraiment dans le trouble de stress post-traumatique. Et il y a vraiment une souffrance importante pour la personne. Et la souffrance est tellement intense que souvent, en fait, dans 80% des cas, vont se développer des comorbidités. Généralement, va survenir une dépression. Ça peut être aussi des troubles anxieux généralisés. Ça peut être aussi des risques suicidaires élevés. Il peut y avoir aussi des addictions, puisque les gens vont essayer d'utiliser des substances pour atténuer un petit peu ces sensations de reviviscence, de tout ce qu'ils revivent, donc pour supporter, en fait, pour tolérer l'insupportable de revivre sans arrêt ces situations. Voilà, donc ça a vraiment des conséquences importantes. Donc, on peut avoir plusieurs symptômes. Des fois, il peut y avoir des confusions, justement, parce qu'il y a des comorbidités. Et c'est vraiment important de repérer à la base qu'il y a eu ce traumatisme, cet événement. Et si on n'a pas conscience qu'il a vécu ces événements traumatiques, il faut effectivement faire attention à quelques signes que je pense assez typiques, que sont par exemple les cauchemars qui se répètent, les réveils en sursaut, qui peuvent être aussi des moments où la personne se déconnecte, qui devient irritable la journée, les problèmes de sommeil, donc, et peut-être un dernier élément, c'est le fait qu'il évite de faire des choses qu'il a l'habitude de faire. Il a changé, il y a des choses qu'il ne fait plus, dont il a peur, et on a l'impression qu'il évite certaines situations. Donc, si on n'a pas connaissance de ces événements qu'il a vécus, je pense qu'il faut être vigilant à un proche qui développe ces symptômes-là. Un psychotrauma d'aujourd'hui peut nous renvoyer à des traumas du passé. Nous ne savions pas que ces événements très anciens
été toujours chargée émotionnellement, mais mon vécu du psychotrauma récent, tout à coup, je me remets à rêver de ces faits très anciens qui peuvent avoir 10 ans, 20 ans, 30 ans. Je pensais endormis en moi, mais en fait, ils n'étaient qu'endormis, justement, ils étaient gelés. Dans ce cas-là, on dit qu'on a un psychotrauma complexe. On peut distinguer plusieurs types de traumatismes, en fait. Ce qu'on va appeler les traumatismes simples, ce sont des traumatismes uniques qui arrivent de temps en temps avec un début bien précis, une fin bien précise, comme un accident, comme une agression dans la rue ou autre. Donc ce sont des éléments déterminés dans le temps, précisés dans le temps. On peut en vivre 1, 2, 3 événements. Ils ont un impact post-traumatique ou sur la dépression ou sur l'anxiété, mais ça reste plus souvent des événements qui surviennent plus à l'âge adulte, avec des conséquences psychotraumatiques importantes, mais pas aussi déterminantes que ce qu'on va appeler les traumatismes complexes. Les traumatismes complexes arrivent malheureusement plus souvent dans l'enfance. Ce sont des phénomènes répétés. Ce sont le plus souvent de nature physique ou sexuelle ou morale, donc les harcèlements ou les violences verbales, les violences physiques, les violences sexuelles, et dont le début est souvent un peu flou, avec une répétition qui peut durer plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années. Le problème de ces traumatismes complexes, c'est que ça arrive dans la phase de l'enfance et du développement. Et donc, contrairement à certaines idées reçues, l'enfant ne grandit pas en oubliant. Ce qui arrive tôt dans l'enfance est déterminant pour la suite, comme si vous prenez une plante qui est contrainte dans son évolution. Une fois qu'elle arrive à l'âge adulte, elle va être figée dans sa forme, figée dans son développement. Et donc, ces événements traumatiques complexes qui arrivent dans cette période de l'enfance vont non seulement avoir des conséquences post-traumatiques, mais vont même marquer la personnalité, vont changer la personnalité, vont changer notre relation au monde, notre relation aux autres. La personne se sent en complète insécurité, en instabilité relationnelle, en insécurité amoureuse et affective, avec des difficultés même à identifier en permanence dans toutes les situations à risque, les situations de danger, les situations de peur, telles qu'ils peuvent paraître comme des personnalités très instables, ce qui est souvent d'ailleurs le cas, avec des difficultés aussi dans la régulation de leurs émotions. Donc c'est très important de distinguer ces deux types de traumatismes, parce qu'ils vont être déterminants dans la suite. Et c'est vrai que les traumatismes complexes sont plus difficiles à prendre en charge, nécessitent peut-être une durée de prise en charge plus longue. Puisque là, nous sommes quand même sur la thématique de la crise sanitaire, je pense à toutes ces personnes qui, en tant que professionnels, sont exposées à des choses très, très difficiles, voire atroces. Je pense à toutes les personnes qui travaillent dans les unités Covid, quelle que soit leur fonction d'ailleurs, à tous les services de pompes funèbres, du coup, les gens qui travaillent là. Et puis, bien entendu, les EHPAD. Le confinement a amené une augmentation des risques de psychotrauma liés à tout ce qui est, on va dire, les violences intrafamiliales. Et ça peut générer chez vous du trauma et bien entendu chez tous les protagonistes aussi. Donc là, on est dans des situations où on a des numéros verts. Je pense aussi à des maladies chroniques, qu'elles soient somatiques ou qu'elles soient psychologiques, voire psychiatriques, et où il y a eu des ruptures de soins, on le sait, au premier confinement, et ça a pu aggraver les états des personnes. Si on parle du Covid-19 et de l'isolement qui est dû à cette pandémie, le premier problème que je vois en tant que chercheur, c'est la définition de l'événement traumatique.
Il y a une méconnaissance de ce trouble de stress post-traumatique dans le grand public, même si on en parle de plus en plus avec les attentats. Mais il y a vraiment une méconnaissance de ce que c'est. Et il y a cette croyance, de toute façon, que les gens ont cette croyance qu'ils doivent endurer, qu'ils doivent assimiler, qu'ils vont passer une épreuve. Ils ont ces reviviscences et puis ils commencent à vivre avec et s'habituer. Ça devient comme leur quotidien. On pourrait prendre la métaphore du virus, par exemple, du virus informatique. C'est quelque chose qui a été injecté de l'extérieur sans qu'on ait le contrôle dessus. En général, si on dit qu'on serait un petit ordinateur, on contrôle à peu près tout. Le système d'exploitation, c'est notre base de fonctionnement. Et puis, on va activer tous nos comportements pour travailler, pour parler avec les autres, etc. Ce virus-là, le virus du psychotrauma, c'est quelque chose qui fait exploser toute notre organisation interne. C'est-à-dire qu'on n'a aucune prise dessus. Pourtant, on sait que c'est passé. Et la structure dans le cerveau qui va être responsable de ça, c'est une petite structure en amont qu'on trouve des deux côtés du cerveau, au niveau du lobe temporal. Donc, c'est-à-dire à ce niveau-là, mais en interne. C'est une structure qu'on appelle l'amygdale. L'amygdale, elle est fondamentale pour ressentir la peur. Donc, on en a vraiment besoin parce que sans elle, on ne pourrait pas fonctionner, on ne se protégerait pas, l'espèce humaine se serait déjà éteinte depuis longtemps. Mais dans le cas du trouble de stress post-traumatique, c'est comme si cette amygdale s'active tout le temps. Donc c'est comme s'il y a un danger en permanence. Donc elle est suractive et donc elle envoie des messages de danger grave. Donc la personne, elle vit vraiment des décharges d'adrénaline et elle est vraiment très très mal. Et ce qui se passe de particulier, c'est que normalement, on a le cortex préfrontal, donc qui est ici, qui nous distingue vraiment des animaux. C'est la partie qui nous permet vraiment de nous contrôler, de nous inhiber, de planifier des actions, qui nous donne toute la finesse de raisonnement qu'on peut avoir. Et cette partie-là, elle sait réguler les émotions. Donc normalement, elle est capable d'aller dire à l'amygdale, là, j'observe, il n'y a pas de danger, donc c'est pas la peine de s'exciter, c'est pas la peine d'avoir peur. Il y a plus de danger. Et le problème, c'est que dans le cas du trouble de stress post-traumatique, ça ne fonctionne plus. Ce cortex préfrontal, il n'est plus capable d'aller inhiber la réponse de l'amygdale. Et donc, la personne continue d'être angoissée, d'être mal. Et plus elle continue, en fait, plus l'amygdale devient active, devient excitable, et moins le cortex préfrontal est capable, lui, d'être réactif. Donc, c'est en plus un système qui s'auto-entretient et qui va s'amplifier en fait avec le temps. Donc plus on est entré dedans et moins on peut s'en sortir en fait. Donc ça va vraiment être nécessaire d'avoir une intervention pour pouvoir s'en sortir parce que biologiquement c'est compliqué après de pouvoir faire machine arrière avec ce système. Après il y a d'autres structures qui vont intervenir aussi. Il y a notamment l'hippocampe qui est juste à côté de l'amygdale. Donc c'est une structure qui va vraiment intervenir dans la mémoire spatiale contextuelle, qui fait que parfois, on ne va pas se souvenir de tout ce qui s'est passé. Il va y avoir des bouts de l'événement qui vont être effacés. Mais il y a aussi d'autres structures comme l'insula, qui est responsable de nos perceptions, de l'interoception, de nos sensations corporelles, qui peut être perturbée. Une autre structure pariétale, le précuneus, qui est impliquée dans la mémoire épisodique et aussi la perception qu'on a de soi. Et on a vu que la personne elle a vraiment une modification des croyances sur elle, donc ça va intervenir là-dedans. Donc il y a tout un tas de structures qui vont vraiment être altérées dans le trouble de stress post-traumatique et qui vont donner lieu aux symptômes que j'ai décrits précédemment. Traumatisme, pour bien le comprendre, c'est comme vivre un film d'horreur. C'est comme vivre une situation où on a failli mourir. Du coup, il y a une peur tout à fait spécifique qui reste présente. Et cette peur, elle a tendance petit à petit à se généraliser dans la sphère de la personne. C'est-à-dire que la peur, elle peut conditionner, si on prend l'exemple d'un accident de voiture, la peur de reprendre la voiture, la peur d'avoir un accident, la peur de monter dans une voiture. Et dans la tête de la personne qui vit ces traumatismes, il y a petit à petit une peur donc, qui prend de plus en plus de place, et une confusion entre une situation dangereuse, comme un accident réel ou des conduites automobiles
pas adapté, et plutôt la peur. Donc cette confusion danger et peur fait que la personne a l'impression d'être en danger en permanence, ce qui conditionne finalement son comportement, et donc il va commencer à éviter de plus en plus de situations, éviter de sortir, éviter nombre de conversations même. Et dans sa tête, un peu ce souvenir, ce film d'horreur reste très présent. Et c'est comme un disque rayé, il n'arrête pas de se répéter dans la tête sous forme d'images, de flash ou de cauchemars la nuit. Donc journée, il n'est pas tranquille à cause de ces images, de cette pensée qui se répète. Dès qu'il entend un bruit, dès qu'il entend un freinage de voiture, vous voyez par exemple, va le ramener à sa propre peur. Et puis la nuit, il y a ces cauchemars qui ne le laissent pas tranquille. Donc il devient de plus en plus fatigué également par cette situation, et il peut développer comme ça des affects d'insécurité, des émotions diverses, de honte, de colère, des émotions très négatives qui s'installent. Quand on pense à l'événement, ça nous fait très mal, et soit on est débordé par nos émotions et ça va se voir et on ne le contrôle pas, soit alors c'est tellement atroce que le deuxième niveau, c'est l'hypoactivation, c'est-à-dire je me coupe de tout, je ne sens plus rien. J'ai l'impression que je suis étrangère à tout ce qui m'arrive. Ça s'appelle la dissociation, ça s'appelle les troubles dissociatifs. Et là, j'ai l'impression que je n'ai plus de cœur, que je n'ai plus d'émotion. Je vois les choses, je suis hyper lucide, mais je ne ressens plus rien. Et ça donne une impression d'étrangeté. On se demande si on n'est pas en train de devenir fou. Ce qui est compliqué avec le trouble de stress post-traumatique, c'est qu'au début, l'entourage va être très compréhensif et va être très aidant. Et il y a quelque chose qui est assez incompréhensible au bout d'un moment, quand ça commence à perdurer, quand au bout de plusieurs mois, plusieurs années, voire ça peut aller jusque-là, des fois même 10 ans, 20 ans, la personne est toujours là-dedans, alors les gens se lassent autour, et donc il y a vraiment un isolement qui va se produire au niveau social, parce que les gens ne comprennent pas pourquoi ça dure. Hein. Donc voilà, donc c'est quelque chose qui peut vraiment provoquer une grosse souffrance et qui peut avoir des conséquences. Souvent, les gens vont être en arrêt de travail, vont plus pouvoir fonctionner en famille avec leurs amis. Le trouble de stress post-traumatique est une pathologie de la mémoire où les sujets ont une hypermnésie du souvenir traumatique et, de façon paradoxale, une amnésie de l'épisode traumatique. Nos récents travaux de recherche montrent que sur les sujets exposés à un psychotraumatisme, ceux qui présentent à long terme le moindre symptôme, donc les sujets résistants, résilients, sont les sujets qui dorment le mieux. Moi, j'aime bien la métaphore du tiroir de la mémoire. Tout ce que nous vivons, nous le rangeons. Alors, les psychologues appellent ça des représentations psychiques, mais nous ouvrons des tiroirs et nous rangeons les choses. Un psychotrauma, c'est bien un événement que je vis, hein, et au moment où je vis cet événement, ça peut être un événement ponctuel ou quelque chose qui dure, mon état psychique est tel que je ne suis pas en capacité de digérer cet événement, d'en faire mémoire, c'est-à-dire de pouvoir me dire que c'est quelque chose qui m'est arrivé et que c'est passé. On n'arrive pas à faire ça, on n'arrive pas à mémoriser. Ce qui nous intéresse à Montpellier, c'est vraiment la physiologie du stress, l'endocrinologie en fait. L'étude Phoenix, c'est l'étude de ce fonctionnement des systèmes de stress et de leur implication soit dans le développement du trouble, soit dans la façon qu'ils ont d'empêcher ou d'améliorer les thérapies type thérapie d'exposition ou thérapie EMDR. Ce trouble de stress post-traumatique, il se passe beaucoup de choses dans le cerveau et ces marqueurs de stress ne sont que le reflet de ce qui se passe en interne au niveau cérébral et en particulier sur la gestion des émotions et de la peur. Il y a plusieurs modifications dans ce trouble de stress post-traumatique au niveau neurobiologique. Nous, on s'intéresse à ce qui se passe plutôt en périphérie pour rechercher des marqueurs qu'on appellerait réversibles, c'est-à-dire sur lesquels on pourrait agir, des hormones ou des neurotransmetteurs ou encore même des marqueurs métaboliques. Pour moi, la charge allostatique, en tout cas pour le dire avec des mots simples, c'est une mesure de l'usure des systèmes de stress. À chaque fois que nous vivons ce qu'on appelle des éléments stressants dans notre vie,
On réagit avec une biologie, une physiologie particulière. Et si ces éléments s'accumulent de façon très répétée ou de façon très aiguë à certains moments, notre physiologie du stress peut se modifier et donc entraîner ce qu'on appelle une usure de ces systèmes de régulation du stress. En biologie, on peut mesurer cette usure en mesurant un certain nombre de marqueurs qui peuvent la composer. On mesure plusieurs éléments parce que les individus sont tous différents. Ils ont un passé différent, des gènes différents et donc ils réagissent au stress même chronique de façon différente. Il y en a qui vont plutôt réagir sur un modèle inflammatoire avec des marqueurs inflammatoires très élevés et des cortisols faibles, des gens complètement différents. Et avec la charge homéostatique, on arrive à mesurer l'ensemble de ces risques simultanément. Il existe des marqueurs qu'on appelle primaires de stress, comme les hormones cortisol, adrénaline, noradrénaline, qui sont des hormones qui sont sécrétées de façon très rapide à la suite de l'exposition à un stress et qui permettent à l'individu de réagir à ce stress, c'est-à-dire de s'adapter en termes physiques et en particulier de mobiliser l'énergie s'il doit fuir ou combattre. Ensuite, on a toute une série de marqueurs qu'on appelle des marqueurs secondaires de stress. Alors, c'est quoi un marqueur secondaire de stress? C'est un marqueur qui peut être modifié par les marqueurs primaires. Dans le cas où la personne aurait vécu des stress chroniques, c'est-à-dire des stress répétés, ou des stress aigus préalablement à l'exposition dont on va parler, c'est-à-dire le traumatisme. Des marqueurs secondaires métaboliques, comme le tour de taille sur le tour de hanche, donc ce sont des mesures de la répartition des graisses sur le corps. Et ce qu'on peut voir, c'est que des gens qui ont vécu des stress chroniques, ils répartissent pas les graisses au même endroit sur le corps. Donc ça, on peut le mesurer. Mais on peut mesurer aussi ce qu'on appelle l'IMC, qui est l'indice de masse corporelle. Le fait qu'une personne sorte des mesures, je dirais, normales, est un risque de développer des troubles psychiatriques en général et du TSPT en particulier. En fait, quelqu'un qui vit des stress chroniques, il va augmenter son imprégnation organique avec le cortisol. Alors, le cortisol, c'est la principale hormone de stress. Cette imprégnation de cortisol, le cortisol en fait est au centre de plusieurs régulations organiques, physiologiques. Il régule le système immunitaire et il régule le système métabolique, donc en particulier le système lipidique. Donc on sait que quelqu'un qui aura vécu des stress chroniques, donc plusieurs hits de cortisol, plusieurs temps où le cortisol est élevé, il va accumuler des graisses plus au niveau de l'abdomen que sur d'autres parties du corps. Et c'est ce qui va différencier, on va différencier finalement cette répartition-là de ce qu'on appelle l'IMC, c'est-à-dire l'indice de masse corporelle, qui mesure plutôt une graisse qui est répartie sur tout le corps. Un cortisol faible est un facteur de risque au moment de l'exposition et ensuite, dans les jours qui suivent. Si on a un cortisol faible, on est à risque de développer un trouble de stress post-traumatique. Et il se trouve qu'en fait, les gens qui sont en stress chronique, qui ont ce profil-là, avec un tour de taille sur tour de hanche un peu élevé, ou beaucoup élevé plutôt, ils ont l'habitude d'avoir des montées de cortisol très importantes et ça va les protéger du développement. Et en particulier, par contre, plus l'IMC est élevé et plus on a de chances de développer un trouble de stress post-traumatique. Donc on voit bien la différence sur ces deux marqueurs qui sont des marqueurs de poids finalement de la personne, qui a une grosse différence sur la répartition du cortisol et des conséquences sur le trouble. On a identifié aussi les marqueurs cardiovasculaires, systole, diastole par exemple. La pression artérielle est un marqueur de risque de développement d'un trouble de stress post-traumatique et d'autres ont montré aussi sur d'autres types de marqueurs cardiovasculaires un effet sur le développement du trouble de stress post-traumatique. Oui.
C'est un trouble tellement handicapant que c'est important de voir si on peut le prévenir ou réduire la prévalence de ce trouble. Alors, est-ce qu'il est possible de ne pas développer un trouble de stress post-traumatique alors qu'on sait que 83% de la population risque d'être exposée à un événement potentiellement traumatique? Pour la vie entière, il y a à peu près 5 à 10% des gens qui vont développer un trouble de stress post-traumatique. Sachant que selon le type de trauma, ça peut augmenter. Par exemple, pour les attentats, on peut avoir des chiffres beaucoup plus élevés, en situation de guerre aussi. Des fois, on peut aller jusqu'à 50-60%. Donc voilà, donc selon le type d'événement traumatique, on va pas avoir la même prévalence. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des gens qui vont jamais en développer. Donc ça veut bien dire qu'il y a des gens qui ont plus de résilience. Et ce qu'on sait actuellement, c'est qu'il y a des facteurs qui aident la résilience. Donc il y a des facteurs biologiques, mais il y a aussi des facteurs psychologiques, environnementaux. Par exemple, avoir du soutien social, c'est fondamental. Avoir une famille, des proches, des amis, appartenir à une communauté, ça va vraiment donner du soutien qui va donner plus de résilience. Pour se prémunir de développer un trouble de stress post-traumatique, il y a plusieurs facteurs, disons, qu'on va appeler de protection. Qu'est-ce qui nous protège? La première chose, c'est d'avoir finalement des soutiens autour de soi, d'avoir un tissu de soutien, que ce soit familial ou amical, qui soit assez riche et surtout avec lequel on peut partager nos difficultés. C'est-à-dire que le jour où on est confronté à un traumatisme, au lieu d'aller dans l'isolement, dans le silence, on peut facilement retrouver ce soutien-là, qui est dans les premières heures, dans les premiers jours, assez protecteur du développement à long terme d'un trouble de stress post-traumatique. On sait que les personnes qui finalement ont aussi un environnement, un entourage, une famille très aimante, ce sont des facteurs de protection. C'est le contexte où m'arrive cet événement, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais avoir comme tissu psychosocial pour m'accompagner dans l'épreuve. Moi, je suis un soignant, je suis exposée à tout ça. Est-ce qu'il y a une équipe soudée, des collègues avec qui je peux parler de ce qui me choque, de ce que je vois? C'est essentiel. Le rôle du psychologue actuellement dans les équipes en santé est extrêmement important. Ce sera toujours utile d'être bien entouré, quelle que soit la situation. En particulier dans la littérature scientifique sur la gestion des catastrophes. Quel que soit ce qui arrive, après une catastrophe, quelqu'un se sentira mieux mentalement s'il est bien entouré. Donc quelqu'un qui a des relations fortes et positives avec plusieurs personnes pour l'encourager et le soutenir, c'est un facteur qui fait la différence. Et puis après, c'est aussi l'idée de ne pas fuir les émotions. Dans des travaux que j'avais menés, j'avais montré que en fait, l'amygdale, plus elle est réactive aux émotions, et plus il y a de la résilience. Par contre, passer un certain degré, si on va vraiment trop loin avec la réponse émotionnelle extrêmement élevée, là, on n'est plus dans la résilience du tout. Donc, c'est important d'être dans les émotions. C'est-à-dire, on ne peut pas dire, tiens, je vais apprendre à me couper mes émotions et comme ça, je vais devenir résilient. Non. C'est vraiment important d'avoir des réponses émotionnelles et de les accepter, de les vivre, mais de pouvoir les dépasser. Donc, c'est pas en se coupant, c'est pas en évitant qu'on va développer sa résilience. D'avoir une relative facilité à exprimer ses émotions ou d'apprendre à faciliter. Il y a possibilité d'agir un peu sur ces émotions et c'est un apprentissage finalement. On se rend compte que beaucoup de personnes n'ont pas cette capacité à identifier leurs émotions, à voir l'effet de ces émotions sur leur propre corps et à pouvoir mettre des mots autour de ces émotions. Donc c'est un exercice, à mon avis, qui est intéressant, qui peut être facilement acquis. Donc la meilleure façon d'être dans la prévention, c'est de se maintenir en bonne santé à tous les étages. Bonne santé physique, bonne santé psychologique, de ne pas laisser s'accumuler les problèmes, les traiter dès qu'on peut. Donc là, ça veut dire se faire aider, soit avoir de l'autorégulation,
Et là, l'autorégulation, ça va être toutes les techniques psychocorporelles. Dans certains modèles que j'ai utilisés, dans les entraînements que je propose, il s'agit d'introduire des aspects de méditation de pleine conscience. La pleine conscience, c'est une méditation d'abord qui est une méditation laïque, qui est une méditation simple d'accès. C'est sans doute la manière d'apprendre à méditer la plus simple. On peut apprendre les bases en quelques mois, après on passe toute sa vie à perfectionner. Et c'est une méditation qui a été validée quant à son efficacité, notamment clinique, par de très nombreuses études scientifiques. La méditation de pleine conscience, l'attitude de pleine conscience, ça consiste à tourner délibérément son attention vers l'instant présent, en s'efforçant, ça n'est pas toujours facile, de ne pas avoir d'attente particulière, de ne pas vouloir faire le vide, être zen. C'est juste être présent à ce que nous ressentons, c'est-à-dire être présent à son souffle, à son corps, au son, voir défiler les pensées, mais sans chercher à contrôler ce qui se passe. Alors c'est un état de conscience un peu inhabituel parce qu'en général on poursuit des objectifs, on fait les choses pour avoir des résultats, notre attention n'est pas tellement tournée vers ce que nous sommes en train de vivre, mais plutôt vers ce que nous anticipons ou ce que nous avons fait, nous jugeons, alors que dans la pleine conscience on demande de suspendre le jugement. Bref, c'est une sorte d'entraînement de l'esprit, on entraîne son esprit à fonctionner sur un registre un petit peu décalé et à observer aussi comment fonctionnent nos émotions, nos pensées, etc. Et donc, ce côté inhabituel, c'est très simple comme ça, mais ça ouvre beaucoup de perspectives favorables sur les modes de pensée, les ressentis émotionnels, etc. On s'est aperçu que les personnes qui méditaient régulièrement sur ce mode de la pleine conscience étaient capables finalement de mieux comprendre en quoi consistait le stress. Dans le stress, il y a deux choses. Il y a les événements, alors en général, ce qui nous stresse, ce sont les événements adverses, l'adversité, les problèmes, les sources de souffrance dans le monde extérieur. Donc ça, la méditation ne change pas. C'est pas parce que je médite que j'aurai pas d'ennui avec la vie. Mais par contre, ce que ça change, c'est que ça m'aide à comprendre que souvent, j'en rajoute une deuxième couche. C'est-à-dire l'événement extérieur représente un problème, mais ma façon de le percevoir représente un second problème. C'est-à-dire que j'ai tendance à amplifier un petit peu la gravité de ce qui m'arrive, ou j'ai tendance, même une fois que c'est arrivé, à continuer d'y penser, à le ressasser. Par rapport aux adversités qui ne sont pas encore arrivées, j'ai tendance à les anticiper, et mon corps, à ce moment-là, réagit comme si elle était là déjà, l'adversité. Donc en fait, ce que nous apporte la pleine conscience face au stress, c'est que en posant notre esprit dans la situation de manière différente de ce que nous faisons d'habitude, eh bien, nous en restons au stresseur lui-même, nous en restons à la difficulté telle qu'elle est, et non pas en la grandissant, en l'amplifiant, en laissant libre cours à des pensées ou des émotions qui vont nous surstresser. Pour faire simple, c'est un petit peu ce qu'on observe, c'est-à-dire quand on médite, on continue d'être réactif aux événements, mais on n'est pas surréactif, ou on l'est beaucoup moins. Johnson, aux États-Unis, a fait une expérience dans un groupe de marines. 147 sujets qui ont suivi leur préparation avec une préparation à la méditation pendant 8 semaines, qu'on appelle MBSR, et 134 sujets ont fait une préparation normale. Ils ont mesuré ces gens sur des tests de perception de l'émotion. Donc, ils ont fait de l'imagerie fonctionnelle. Ceux qui avaient suivi de la méditation, à la fin de la préparation, ils avaient une réaction émotionnelle lorsqu'on leur montrait des visages de gens qui avaient peur, qui avaient mal ou joyeux, qui étaient moindres par rapport à ceux qui n'avaient pas eu cette préparation de méditation. C'est-à-dire que la méditation peut réguler la façon dont on perçoit nos émotions. Et puis, deuxième chose, ils se sont rendus compte aussi que lors d'un exercice physique, leur cœur se préparait beaucoup plus vite, montait beaucoup plus vite en puissance que les sujets qui n'avaient pas fait de méditation, et ils récupéraient beaucoup plus vite en termes respiratoires après le stress physique. Donc on voit vraiment des effets, ce n'est pas des effets qu'on peut imaginer, c'est des effets qu'on peut
observée, mesurée de la méditation sur la gestion du stress et des émotions fortes. Ce qu'on voit dans les travaux sur les conséquences émotionnelles de la pratique méditative, c'est qu'en général, méditer régulièrement nous aide à ce que les émotions douloureuses, les émotions négatives, le stress, l'anxiété, la dépression, voire la colère ou le ressentiment, prennent moins de place. Elles sont moins explosives, elles sont moins prolongées, elles prennent moins les commandes de notre esprit. Ce que je m'attendais à trouver comme utilité d'apprendre cette compétence, c'est que ça commence à ouvrir les possibilités d'interprétation d'un événement, une sensation ou quoi que ce soit qui est en train d'arriver. Donc on parle d'être capable de prendre un moment, être capable d'évaluer sa situation, ses ressentis externes, internes, prendre des décisions, savoir comment on va pouvoir gérer ça de façon interne ou externe, et trouver le soutien approprié pour pouvoir appliquer ces décisions. Et puis, un autre effet dont on s'est aperçu, c'est que la méditation de pleine conscience aide à prendre conscience justement aussi des bons moments, apprend à savourer les petites choses simples qui surviennent dans nos journées, même s'il y a des ennuis dans nos journées, il y a aussi des choses favorables. Et si on est prisonnier de nos émotions négatives, on va passer à côté. Mais par contre, si on s'arrête régulièrement pour prendre conscience de ce que nous vivons, nous allons être mieux à même de voir ces côtés favorables de l'existence et de les savourer. Et ça, c'est très important dans la résilience. La résilience, c'est pas seulement survivre au stress, c'est aussi s'ouvrir à tout ce qui fait le bien-être, voire, si on utilise des grands mots, le bonheur ou l'aptitude à savourer les bons moments. Donc en Australie, j'ai beaucoup travaillé avec des pompiers et des personnels des services d'urgence. Le risque est élevé quand on fait ce type de métier, qu'on soit exposé à des traumatismes. Et j'ai la conviction que l'entraînement qu'ils reçoivent dans leur préparation à faire ce métier commence à les préparer. Si le bâtiment est en feu et qu'on me dit « Petra, rentre dans ce bâtiment », je dirais que c'est traumatisant pour moi. Je ne suis pas préparée à cela, je n'ai pas d'équipement de protection et je n'ai pas les moyens de digérer cet événement. Mais la façon qu'on a d'entraîner les gens à faire face à ces événements, je crois, les protège. Aussi, ce qu'on fait en Australie occidentale, c'est d'inclure dans les entraînements des explications sur le vécu traumatique, si cela doit arriver à la personne, pour qu'elle ne l'interprète pas comme une catastrophe, ni une chose honteuse à cacher ou un handicap, mais plutôt qu'il faut garder espoir et chercher de l'aide pour que les gens se rétablissent. Après, il y a aussi le niveau d'éducation qui va jouer, donc la capacité que va avoir la personne de comprendre ce qui lui arrive, donc d'avoir un certain contrôle. Parce que le problème du traumatisme, c'est l'absence de contrôle. Hein. Donc, tout ce qui va permettre de développer le contrôle et donc d'avoir plus de connaissances. Et donc, par exemple, comprendre, avec ces vidéos, comprendre un peu ce qui se passe, ça va permettre à la personne de reprendre un petit peu sa puissance personnelle et de développer sa résilience. Les symptômes de stress aigu et les symptômes de TSPT nous font vraiment nous sentir fous. Et donc, quelle que soit votre connaissance du sujet, vous allez vous sentir comme si vous étiez en train de devenir fou quand vous vous trouvez au milieu de ça. Ainsi, fournir les moyens aux personnes de comprendre qu'ils ne sont pas en train de devenir fous, c'est en réalité ce dont ils ont besoin pour aller de l'avant. À ce niveau, il y a quelques outils finalement de self-help qui existent. Nous-mêmes, nous avons produit récemment un livre qui vient de sortir, qui est destiné aux personnes, grand public, aux familles, aux proches, aux victimes qui traversent des traumatismes, pour qu'ils apprennent à comprendre ce qu'on ressent après un traumatisme et pour donner des outils aussi à l'entourage de comprendre cette personne. Et finalement, c'est un outil qui nous aide tous à comprendre l'impact d'un traumatisme sur la vie de chacun, de soi-même. Avoir aussi des croyances fortes. Par exemple, pour les gens qui ont des croyances au niveau spirituel importantes, ça, c'est vraiment quelque chose qui peut aider, parce que ça va être un vrai soutien pour la personne.
On peut s'en sortir de différentes façons. On peut s'en sortir déjà seul, sans l'aide de qui que ce soit. C'est les chemins de la résilience, c'est les chemins de la résistance où chacun, de façon étonnante, trouve dans sa vie des ressources. On a tous des ressources, des capacités insoupçonnables et les gens arrivent à les mobiliser après notamment des épreuves. Et on voit bien chaque fois qu'on a des difficultés dans notre vie, peu importe l'ampleur, mais beaucoup arrivent, après même des périodes peut-être de creux, à s'en sortir, voire à trouver un nouvel équilibre qui est vraiment remarquable. Donc le premier message, d'ailleurs la majorité des gens qui vivent des traumatismes s'en sortent très rapidement. D'autres, il leur faut un peu plus de temps, et d'autres trouvent des chemins de résilience, de réinvestissement, de changement dans leur vie et de puiser dans de nouvelles ressources. La deuxième chose, c'est qu'on peut essayer de comprendre, essayer d'agir sur notre vie déjà tout seul. Il y a un site, Mémoire traumatique et victimologie, qui donne beaucoup d'informations. Il y a des brochures grand public. Je pense au livre de Francine Shapiro qui a trouvé le MDR. Il s'appelle « Dépasser le passé ». Et là, elle donne énormément d'outils de stabilisation émotionnelle. Et là, j'ai découvert récemment une bande dessinée. Ça s'appelle « Émotion, : enquête et mode d'emploi ». Voilà. Et ça vous guide pour comprendre qu'est-ce qui se passe avec les émotions, pourquoi on ne veut pas les voir, comment, donc un tas de métaphores pour nous aider à les gérer. Ça parle du psychotrauma, ça parle aussi des troubles dissociatifs. Et pour ça, nous avons effectivement publié un livre, Le trauma, comment s'en sortir, chez Debuck, qui donne les outils de compréhension et qui donne des outils pour agir sur ses pensées, sur ses émotions, sur son entourage, sur sa vie, pour essayer de reprendre le cours de sa vie et puiser dans ses ressources et apprendre à lutter contre les facteurs de stress, apprendre à lutter contre les effets du traumatisme sur sa vie. Le trouble de stress post-traumatique est insuffisamment pris en charge dans le secteur public. Il y a 2 ans, il y a une loi qui est passée qui a permis de mettre en place une dizaine de consultations de psychotrauma dans tout le pays. Donc, il faut se renseigner auprès de son hôpital pour voir s'il y a une consultation en psychotraumatologie. C'est la première chose à faire. Dans ces consultations psychotrauma, vous allez pouvoir trouver un psychiatre qui déjà va faire une évaluation plus poussée de votre état, va continuer de vous expliquer ce qui vous arrive, va éventuellement vous proposer un traitement médical. Si vous n'arrivez pas à dormir, c'est très important de dormir. Et même les gens qui n'aiment pas prendre des médicaments, des fois, il faut en prendre. Je reviens à l'entourage psychosocial. C'est extrêmement important que les gens soient soutenus, accompagnés. Donc, en première instance, ça va être par nos proches, mais ça va être par les médecins. Donc, je dis toujours aux gens, allez voir votre généraliste. Quand vous sentez que vous n'allez pas bien, si vous n'êtes pas prêt à aller voir un psychiatre, psychologue, faire une démarche, allez voir au moins votre généraliste régulièrement, 1 fois par mois, vous allez voir votre généraliste. On reprend rendez-vous dans 1 mois. Vous avez comme ça un suivi avec quelqu'un qui va pouvoir vous aider à gérer cette surcharge émotionnelle. Malgré tout cela, nous avons quand même besoin d'une thérapie, d'un traitement. À partir de quand ? À partir du moment où ça nous pose problème dans nos vies. Une souffrance, on n'arrive plus à dormir, ça impacte sur notre vie familiale, amoureuse ou professionnelle. Et à ce moment-là, il y a des thérapeutes adaptés, des psychologues, des psychiatres qui ont des compétences spécifiques en psychotraumatologie. Donc, à côté des médicaments, bien sûr, il y a la psychothérapie. Et la psychothérapie du psychotrauma, depuis, on va dire, une 30aine d'années, elle a fait d'énormes progrès. Avant, on disait de quelqu'un qui avait vécu un psychotrauma, ça y est, cette blessure, elle l'aura à vie. C'est encore assez courant. Le psychotrauma est toujours sous-diagnostiqué, il y a un défaut d'information, même des professionnels. Il y a maintenant en France le Centre national de ressources et de résilience où vous pouvez retrouver l'annuaire de nombre de centres régionaux de psychotraumatologie ou même des centres départementaux de psychotraumatologie.
ou bien vous pouvez également recourir aux thérapeutes à proximité de chez vous qui doivent avoir une compétence par contre spécifique. C'est-à-dire qu'il y a des thérapies qui ont démontré une efficacité dans les troubles post-traumatiques, comme par exemple les thérapies d'exposition, les thérapies centrées sur le traumatisme, les thérapies de type EMDR, qui est basée sur les mouvements oculaires et la régulation émotionnelle. Il y a des thérapies comme l'hypnose, pour les personnes qui sont sensibles à l'hypnose et qui peuvent être utiles. Donc, c'est pour nommer ces trois principales peut-être thérapies. Thérapies d'exposition, bien sûr, sont dans le cadre des thérapies comportementales et cognitives. Toutes ces approches ont un même consensus, c'est-à-dire que le but, c'est donc le psychotrauma. Il y a eu cette effraction psychique qui m'a empêché de gérer ce qui m'arrivait. Toutes les approches en psychothérapie du psychotrauma visent à vous redonner des meilleures conditions pour traiter le psychotrauma. Le traitement en consultation va consister en premier lieu à stabiliser le patient en l'aidant à mettre de l'ordre dans sa vie et dans ses émotions pour qu'il puisse reprendre un semblant de vie normale et qu'il se sente un peu mieux. Dès le début du suivi en TCC, le patient est donc stabilisé et on va progressivement aller affronter ses mémoires traumatiques pour libérer le patient de l'emprise de ses souvenirs attachés à de fortes émotions. Cela est fait en abordant parfois les pensées dysfonctionnelles, en les restructurant. C'est ce que nous appelons la restructuration cognitive, pour que le patient cesse d'être envahi par un déluge de rumination mentale qui l'empêche de voir le monde tel qu'il est et qui le plonge en permanence dans des états anxieux, déclenchant par exemple des peurs irrationnelles et des états dissociatifs. Parmi les outils utilisés en thérapie cognitivo-comportementale, nous allons utiliser par exemple le pont d'affect, qui est une forme de retour mental vers des moments particuliers du passé, tout en étant dans un état de pleine conscience et guidé par le thérapeute. On va aussi parfois utiliser la thérapie d'exposition, des exercices de régulation émotionnelle, des exercices en méditation de pleine conscience, la mindfulness, et d'autres techniques permettant au cerveau et au vécu corporel de s'autoréguler et de rétablir un équilibre mnésique et émotionnel. Le traitement du trouble de stress post-traumatique en thérapie cognitivo-comportementale n'est pas un processus très long. Les résultats peuvent être assez rapides et ressentis dès les 4 premières consultations et le suivi va de 3 à 6 mois en fonction des comorbidités, c'est-à-dire de différentes psychopathologies actives au même moment chez un patient. Finalement, il faut retenir qu'il y a des protocoles standards dans les TCC. Ces protocoles permettent une grande flexibilité dans l'art de la thérapie. Ils sont surtout adaptables aux besoins particuliers de chaque patient, car chaque situation est unique. L'efficacité des TCC pour le soin des troubles du stress post-traumatique vient principalement de sa flexibilité, de sa variété d'outils fonctionnels et efficients, et de sa compréhension des mécanismes cognitifs, comportementaux et émotionnels. Le MDR, c'est un acronyme de 4 mots anglais qui veulent dire Eyes, Movement, Desensitization and Reprocessing. Ça veut dire mouvement oculaire, de désensibilisation et de retraitement. Peut-être vous en avez déjà entendu parler. C'est le truc où on fait bouger les yeux, où on fait des petits tapotements sur les genoux ou sur les épaules, sur les bras. Donc moi, je vais développer surtout le MDR, la thérapie MDR que je connais bien, donc qui signifie désensibilisation et retraitement par les mouvements oculaires, qui est une thérapie en fait où la personne va revivre pleinement le traumatisme qu'elle a vécu, donc c'est assez douloureux, et en même temps, elle va faire soit des mouvements oculaires, soit on peut le faire aussi dans une autre modalité sensorielle, donc ça peut être en auditif ou en tactile. Donc elle va faire ce qu'on appelle des stimulations bilatérales alternées. Donc on va lui faire entendre des sons, qu'on va envoyer un coup à droite, un coup à gauche, ou on va faire des tapotements, un coup à droite, un coup à gauche, ou donc des mouvements oculaires, donc des saccades horizontales. Ça va permettre petit à petit de transformer la mémoire traumatique et de transformer les liens au sein du cerveau, des réseaux de neurones qui sont reliés à ce traumatisme. Il y a aussi l'hypnose. On va guider la personne à aller dans cet événement tout
tout en allant vers de la ressource. Donc elle fait une espèce de balance entre l'événement traumatique, ses ressources. L'hypnothérapeute lui propose d'imaginer les choses autrement, de prendre du recul. Donc voilà, des techniques par l'imaginaire également, hein, qui vont venir booster le cerveau pour qu'on puisse reprendre cet événement traumatique et le digérer. Mouvement oculaire et stimulation alternée pour l'intégration cérébrale. C'est une autre vision de l'approche thérapeutique qui n'est pas centrée problème, qui est vraiment centrée solutions, mais solutions qui sont déjà présentes donc, et qui sont vécues dans le corps. On va lui faire vivre vraiment dans son corps ce qu'elle veut vivre. Et pour ça, on va rajouter en plus les stimulations bilatérales alternées pour amplifier encore ces sensations et que la personne elle se reconnecte à ce qui est là en elle, mais qu'elle ne connecte plus. Donc voilà, je pense que le message principal, c'est de ne pas rester seul face à tout cela. Il y a des outils, on peut s'en sortir très bien, seul ou bien accompagné. Mais bien entendu, dans la mesure où les conditions traumatiques ne sont plus actuelles, parce que ça c'est important. Si vous êtes toujours dans une situation où, par exemple, des violences intrafamiliales, c'est pas la peine d'essayer de se soigner tant qu'on n'a pas réglé le problème. Hein. Donc on ne peut se traiter que quand on a retrouvé un environnement, se traiter au niveau psychothérapeutique, hein, que quand on a retrouvé un environnement fiable, sécure et stable. Donc ce ne sont pas des thérapies faciles au sens où non, il suffit pas d'aller chez le psy, de fermer les yeux bien fort et puis ça va passer. Non, il va falloir se remettre en contact avec ce souvenir, mais alors qu'on est dans un état où on est soutenu par quelqu'un, en confiance, on a retrouvé un équilibre dans notre vie, à minima, et on est beaucoup plus solide qu'avant. On a compris ce qui s'était passé et on va y aller. L'Institut PIPSI est un institut clinique innovant de recherche et développement à visée sociale et solidaire. Notre centre clinique accueille des patients souffrant de stress post-traumatique pris en charge par une équipe pluridisciplinaire alliant des compétences en psychologie, en neurosciences et en sciences de l'ingénieur. Nous conduisons des recherches sur la guérison du psychotraumatisme, sur le neurofeedback et sur l'application des nouvelles technologies en psychothérapie, dans l'objectif de moderniser les approches de thérapie cognitivo-comportementale. Cette vidéo fait partie des contenus multimédia que nous produisons dans le cadre de nos activités sociales et solidaires pour démocratiser des savoirs et des ressources en psychothérapie. Je vais vous présenter le réseau. Le réseau ABC des psychotraumas, c'est un réseau national thématique, donc qui s'intéresse aux troubles de stress post-traumatique, qui a été créé en 2007, c'est-à-dire il y a 13 ans, par des chercheurs et des cliniciens. Son objectif principal, sa mission, c'est de développer des interactions fortes entre la recherche clinique et la recherche fondamentale, centrée sur les traumatismes psychiques, leurs conséquences en santé mentale et leur prise en charge. Et une des actions sur lesquelles on insiste le plus, c'est celle de la formation des cliniciens, et en particulier les jeunes cliniciens, les étudiants, à la reconnaissance des événements traumatiques vécus par leurs patients.